Salut Stéphane, merci d'avoir accepté cette interview. Salut Pascal, content d'être là. Alors, je suis vraiment très honoré de t'accueillir Stéphane, surtout que tu as un parcours qui m'inspire beaucoup, notamment ton approche autour des éléments. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve fabuleux d'avoir déployé cette intelligence-là. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui fait un peu ta marque de fabrique, on va dire, l'alchimiste. Alors, au sein Ouais, un peu. d'organisations, je sais que tu œuvres au sein d'organisations dans plein de contextes différents, dans des écolieux, dans des écoles de commerce, dans des écoles diverses et variées. D'ailleurs, je vais te proposer de te définir. Comment tu te définirais aujourd'hui? Alors, c'est toujours difficile parce que j'ai plusieurs espaces d'exploration. En effet, là, officiellement sur LinkedIn, je me présente comme alchimiste des organisations. Alors, ça fait un peu pompeux comme ça, mais j'aime bien la notion d'alchimie. Le principe de l'alchimie, c'est d'arriver à transformer le plomb en or quelque part. Et ben, c'est un peu ce qu'on vit dans les entreprises et dans les collectifs que j'accompagne et de manière générale avec la crise qu'on est en train de vivre, qui est sanitaire en ce moment, mais économique aussi et environnementale. On a une crise à traverser, on a des densités à rencontrer pour se transformer et passer quelque part du plomb à l'or, c'est-à-dire arriver à trouver à l'intérieur des difficultés qu'on rencontre, les espaces de changement, les espaces de résilience, les espaces d'adaptation qu'on a besoin chacun de rencontrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me présente en tant qu'alchimiste. Je ne suis pas alchimiste moi-même, même si je suis passionné de ça. Je me passionne un peu sur ces choses un peu ésotériques, diraient certaines personnes. Mais moi, ça me passionne parce que ça nous donne un processus de rencontre. Tu vois, il y a trois moments dans l'alchimie. Il y a des œuvres. Il y a des moments où on doit être dans ce qu'on appelle l'œuvre au noir. C'est le moment où on va rencontrer justement l'œuvre de la densité, aller la rencontrer. C'est quoi qui est difficile chez moi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, dans un collectif? C'est rencontrer ce noir-là. On a tendance un peu à survoler ça. Et après, il y a l'œuvre, ce qu'on appelle œuvre blanc, c'est-à-dire on va les nettoyer. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réaliser? Qu'est-ce qui nous empêche de dépasser nos freins au changement, notre peur de la fin de notre modèle? Donc ça, c'est une œuvre un peu différente, qui est un travail un peu de nettoyage ou d'élimination ou de dépassement des croyances limitantes. Et puis, il y a l'œuvre pourpre ou l'œuvre rouge, qui est vraiment un nouveau modèle qui apparaît pour soi en tant que dirigeant, en tant que salarié, qu'on va nourrir un peu couleur feu, quoi, où on va remettre de l'énergie, de l'élan, de l'engagement pour soi et pour son collectif. Donc, c'est quelque part l'alchimie, je trouve que c'est un pont, une allégorie intéressante pour exprimer passer d'un état à un autre, changer d'énergie, et parce que ça passe par un processus intérieur, individuel et collectif. Donc voilà, pour répondre à ta question très courtement, pardon, c'est ça, donc je me présente comme ça. Je ne sais pas si c'est complètement clair, mais dans l'intention, c'est ça, c'est d'aller rencontrer ce qui est en besoin de transformation à l'intérieur de soi et de son collectif et de son entreprise et de son métier, et puis d'arriver à trouver des espaces de transformation, de transmutation, pour aller vers un nouvel être, une nouvelle réalisation, un nouveau plan de conscience aussi. Hmm. Merci Stéphane, tu nous livres déjà plein de pépites rien qu'en te présentant. Du coup, j'aimerais revenir sur, parce que je sais que ça fait quand même maintenant un sacré moment que tu as quitté, on va dire, les États-Unis pour te lancer en indépendant et Oui. puis d'œuvrer à différents endroits. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un déclic où tu t'es dit, tac, là, il faut que je quitte, entre guillemets, mon poste et que je parte. Alors, c'est marrant que j'ai eu plusieurs moments. Alors, j'étais chez Vivendi à l'époque, donc j'étais en charge. Pourtant, j'aimais ce que je faisais. J'étais en charge du développement durable dans cette grande entreprise. Et donc, ça a commencé à New York, en effet. J'étais en coopération là-bas à l'époque. Et là-bas, j'ai découvert ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises, la, donc la notion de développement durable. Et j'ai voulu mettre ça en place dans l'entreprise. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était difficile de changer un gros système de l'intérieur. En plus, quand on doit lui demander de se transformer, le sujet du développement durable, c'est un sujet qui n'était pas très mainstream à l'époque où je le faisais. Et puis, j'ai eu donc quelque part un élément
qui étaient difficiles à transformer, je me suis dit, je vais en sortir pour pouvoir mieux transformer le monde en partant de l'expérience que j'ai eue dans ce système-là. Et puis, il y a eu un autre sujet qui est plus à l'intérieur, pour le coup, c'est que moi, j'ai une petite voix à l'intérieur qui me disait c'est pas ça, sors de là, parce qu'il y a autre chose à récupérer. Et j'ai eu besoin pendant un moment, après avoir quitté mon entreprise, après être revenu de New York, j'ai eu un gros moment, j'ai eu 9 mois où je me suis complètement mis à l'arrêt, où j'ai vraiment écouté qu'est-ce qui pousse à l'intérieur, qu'est-ce qui a envie de changer, à quoi j'ai envie de contribuer, c'est quoi mon appel intérieur. Et ça m'a mis un certain temps. Et le jour où j'ai eu vraiment un déclic, je me suis remis en mouvement. Mais c'est vrai que c'est venu d'une prise de conscience que je ne peux pas changer le système complètement dans lequel je suis. Et en même temps, il y avait un truc à l'intérieur qui disait stop, quoi. Et d'ailleurs, les deux ensemble, ça a été l'objet d'un burn-out pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc à l'intérieur où je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose de ma vie. Et en même temps, j'étais tenu par le système auquel j'appartenais. C'est très confortable, très beau salaire, très statutairement très agréable. Mais il y avait un truc à l'intérieur qui disait stop, quoi. Et cette tension à l'intérieur entre l'élan de renouvellement et l'élan de conservation, ça m'a flingué. Et donc, c'est finalement ce burn-out qui m'a fait faire un gros stop, quoi. Et c'est après que j'ai fait ce break quelque part nécessaire et imposé de 9 mois. Comme une renaissance, tu vois, une grossesse, une maternité. Merci pour ton partage. J'aimerais savoir maintenant, depuis ce moment où tu as décidé d'œuvrer justement plus, on va dire, de l'extérieur vers l'intérieur, Ouais. qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans cette vie d'indépendant? Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup en tant qu'indépendant maintenant, alors je suis indépendant à toute petite structure, hein. En fait, ce qui me plaît, c'est d'être seul, pas tout seul. C'est-à-dire que je suis tout seul avec les idées qui me viennent. Je me suis rendu compte que de rester toujours dans un système dans lequel je dépends, quelque part, je ne suis pas libre. Et le fait d'être indépendant, pour moi, ça me rend libre. C'est-à-dire que je peux changer de pratique, aller explorer des choses pendant un moment, y revenir. Ça me rend ouvert à plein d'opportunités. Et quelque part, je peux quelque part choisir les espaces dans lesquels j'ai envie de m'investir ou pas. Après, en même temps, c'est pas toujours facile d'être tout seul, d'être en indépendant, parce que il faut tenir tout seul, il faut tenir sa barque tout seul, tenir son modèle, remplir le frigo tout seul. Bon, j'ai cette chance que ça marche plutôt bien pour moi, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où être tout seul, c'est pas toujours facile. Mais ce qui est super, c'est que le fait d'être seul, on est beaucoup plus mobile, quoi. Tu vois, c'est la différence entre une flottille de bateaux et des gros paquebots. Donc, j'ai fait partie d'un gros paquebot et je me suis mis sur un petit canoë, et qui fait que je rencontre plein d'autres petits canoës sur le chemin, dont des gens comme toi. Et du coup, on fait flottille ensemble, tu vois. Et donc là, c'est super d'être indépendant, et en même temps, il ne faut pas rester tout seul parce qu'il faut des pairs, quoi, PAIRS, des gens qui sont un peu branchés comme toi, des frères et sœurs de cœur qui vont te soutenir quand ça ne va pas, tu vas pouvoir aider, et puis que tu vas pouvoir appeler quand tu as besoin, quoi. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne pour moi. Et en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, c'est ça que je veux dire. Super, j'ai adoré ta métaphore du canoë. Ça me Voilà. parle beaucoup. Euh, Pourquoi tu fais ce que tu fais, Stéphane? Quel est le sens profond de cette action, justement, que tu mènes d'alchimie? Ouais, je te remercie de poser cette question parce que c'est important de me la rappeler régulièrement, même moi, des fois. Tu vois, dans cette période un peu particulière, on a encore plus besoin de se poser la question du why, quoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis qui je suis? Moi, foncièrement, alors je l'explique de manière un peu particulière, mais je suis là pour amener de la conscience là où on l'a perdu. C'est-à-dire, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui ont des modèles qui, pour moi, sont des modèles de l'ancien monde, qui sont basés sur une économie linéaire, classique, sanctionnée par la valeur euro, dollar, dans lequel on va être dans une forme de consommation et de création de valeur très, très classique. Et j'ai envie de remettre du vivant là-dedans. C'est-à-dire d'aider les entreprises à repenser de manière organique, de manière au plus proche possible du vivant. S'inspirer du vivant, s'inspirer des règles universelles de la nature, s'inspirer de la manière dont
dont on pourrait fonctionner avec d'autres modèles de gouvernance, avec une gouvernance peut-être plus empathique, plus ouverte, plus en intelligence collective. Ça aussi, c'est un autre sujet de recherche pour moi. Et puis aussi, tout simplement, mettre de la conscience là où on l'a perdu. Je crois qu'il faut aussi prendre conscience des enjeux climatiques en ce moment, des enjeux de l'évolution du monde. On ne peut pas continuer à fonctionner comme on fonctionnait jusqu'à présent, c'est impossible. Matériellement, ce n'est plus possible. La Terre ne peut pas fournir et répondre aux enjeux de l'évolution de notre humanité. Et il y a aussi cette conscience-là à réouvrir, cette conscience de peut-être intégrer des notions de sobriété dans notre consommation. Certains parlent de décroissance. Mon Dieu, c'est terrible de parler de décroissance, mais j'ai de plus en plus de modèles d'entreprises que j'accompagne dans un modèle plutôt régénératif, c'est-à-dire on ne va pas juste faire du business as usual, on va régénérer la nature, régénérer les écosystèmes, régénérer les territoires, les sociétés, les parties prenantes sur les territoires là où l'entreprise est présente. Et bien sûr, on va régénérer les ressources. Donc pour moi, c'est le sens profond, si je dois répondre à cette question très courtement, c'est de remettre la conscience de notre humanité, de notre mode de fonctionnement quelque part naturel, organique, et de le réintégrer dans la pensée stratégique, dans le mode de fonctionnement, dans le mode de création d'un produit, d'un service, dans une entreprise, dans un métier. Et j'adore ça parce que je me rends compte que j'ouvre plein de modèles, plein d'explorations avec les entreprises que j'accompagne et on est vraiment en train de tenter de réinventer la manière dont on fait du business jusqu'à présent et de créer des nouveaux modèles qui fonctionnent en plus. Tu vois. Donc, il y a des tonnes de modèles en ce moment qui explosent, que sont l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'économie régénérative aussi dont on parle. Ce sont des modèles d'économie complètement nouveaux. Okay, d'accord. Merci Stéphane donc, pour ce partage. C'est vrai que c'est des choses qui me parlent beaucoup, bien sûr, l'économie circulaire, l'économie bleue, régénérative, voilà, ça c'est passionnant et c'est tellement d'avenir. Bah oui, on n'a pas le choix, c'est des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger. Alors, il faut les comprendre, il faut les expliquer. Et c'est à ça que je mets beaucoup de mon énergie en ce moment, c'est d'expliquer aux gens que si, les modèles d'avenir, c'est des modèles qui peuvent être hyper réjouissants et qui peuvent nous aider à créer des nouveaux modèles de société, de nouvelles manières de vivre ensemble. Et en tout cas, je crois foncièrement à ça. L'autre sujet auquel je crois, c'est qu'il va falloir en effet, ça va impliquer une transformation à l'intérieur de chacun et de chacune pour accepter des nouvelles manières d'être ensemble, des nouvelles manières de créer de la valeur. Et ça demande un travail. Voilà, je parle de développement durable, mais je parle aussi de développement personnel. Il va falloir se transformer de l'intérieur pour accepter des nouveaux modèles de société. Merci je partage complètement. J'aimerais savoir du coup, Stéphane, quand tu t'es lancé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres dans cette vie justement d'indépendant change maker? Ouais. Alors j'ai eu cette chance-là, c'est que j'étais déjà directeur du développement durable d'un grand groupe. Donc quand je me suis lancé en indépendant, pour moi ça a été facile parce que j'avais déjà plein de gens qui me demandaient de faire des prestations pour eux. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est d'accepter qu'à certains moments j'avais des cycles. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je pouvais faire une offre et pendant des années ça marchait super bien. Et à un moment, c'est de me dire je me rendais compte que je commençais à perdre de l'énergie, perdre de la joie, perdre de l'élan. Et je me disais, pour moi, c'était le signe qu'il fallait que je change. Parce qu'il y avait autre chose qui se présentait pour moi. Et j'avais autre chose qui se présentait comme des nouvelles aspirations. Et du coup, il a fallu accepter de terminer une forme d'identité dans le monde que j'avais développé. Tu vois, je me présentais comme expert de ABC. Et ben, au bout d'un moment, il fallait que je lâche ABC pour passer sur DEF, quoi. Et en fait, c'est arrivé à changer d'identité quelque part. Alors, c'est peut-être aussi parce que moi, je suis protéiforme et parce que je m'intéresse à plein de choses, mais et parce que j'ai toujours envie d'apprendre des choses nouvelles. Donc, dès que j'apprends des choses nouvelles, j'ai l'élan un peu mécanique de les prototyper et de les mettre en œuvre et de les offrir à mes clients. Donc, moi, mes grandes difficultés, ça a été de me dire lâche ce que tu es en train de faire et prépare-toi à faire autre chose. Crée de l'espace pour autre chose. Et ça, c'est compliqué. Quand on a un modèle où ça marche, ça tourne, ça ronronne, quoi. Et moi, en fait, je me rends compte que les ronronnements, c'est dangereux.
parce que c'est quelque part, je ne suis pas adapté à l'état du monde et à ce que veut le monde de moi et à ce à quoi je suis censé contribuer à ce moment-là de mon évolution en tant qu'entrepreneur. Tu vois, j'ai commencé en 2005. J'ai, je crois, fait à peu près quatre, à peu près 4 modèles différents d'accompagnement. Et là, je sais que j'en ai un autre que je suis en train de préparer. Et c'est accepter de faire ardoise magique. On reprend tout et on recommence, quoi. Merci pour ton partage. Justement, ça m'a fait rebondir un petit peu sur est-ce que quelque part dans la vision de la réussite, entre guillemets, dans une nouvelle économie bleue, par exemple, il n'y a pas justement cette notion de cycle? Pourtant, il y Oui, avait bah, tu aussi vois, cette notion de cycle dans l'ancienne économie, tu me diras. Mais oui. est-ce qu'il y a un Alors, changement à ce niveau-là, peut-être? ouais, alors pour moi, dans l'ancienne économie, le cycle, il était beaucoup plus long parce qu'on avait tendance à, bon, si on doit utiliser le cycle des saisons, on avait beaucoup trop tendance à se dire, on va imaginer un projet qu'on va développer ou un produit qu'on va développer et on va rester dans printemps-été. Printemps, c'est j'ai l'idée et l'été, je vais le déployer au maximum pour avoir un maximum de fruits et de moissons. Mais on va jamais toucher automne-hiver, c'est-à-dire la fin du cycle et sa mort, quoi. Et je me rends compte que quand on fonctionne en économie bleue, on est beaucoup plus organique. C'est-à-dire, je pense qu'on est en capacité d'accepter la finitude d'un modèle, de faire le deuil d'un modèle pour en prototyper un autre. Tu vois, il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont basées sur des modèles très classiques et ils se disent, bah, nous, c'est ça pendant des centaines et des centaines d'années. Et pour moi, c'est de l'ancien monde, ça. Tu vois, quand une entreprise dit on a toujours fait comme ça, c'est dans notre culture et c'est notre tradition, ben, moi, ça me fait flipper parce que je me dis, bah, les amis, bientôt, votre business model, il est mort, quoi. Et toutes les entreprises que j'accompagne, justement, ce sont des grosses entreprises qui nous disent on a toujours fait comme ça, pourquoi on devrait changer, quoi. Et, euh, et, et c'est ça le challenge, c'est d'arriver à se dire que même si on a des choses très installées, c'est arriver à se transformer et à ouvrir de l'espace pour sentir euh, euh, les signaux faibles de ce qui vient se présenter à nous. On peut garder le même métier, mais, euh, mais le faire évoluer dans des espaces différents, tu vois, et dans des espaces peut-être plus digitaux, plus régénératifs, plus proches de la nature, peut-être avec d'autres manières de valoriser le produit ou le service. Moi, je dis souvent, il y a des clients en ce moment, je suis en train de travailler en leur disant et s'il n'y avait plus d'euros ou de dollars pour échanger, on ferait comment? Et bah, du coup, on est en train de rentrer dans des logiques de dons, de contre-dons, de coopétition, où on ne va plus être compétiteur avec ses concurrents, mais on va rentrer en collaboration quelque part. Et on va faire du troc, tu vois. Donc, on fait le même métier, mais c'est juste que la manière dont on le fait, la manière dont on le valorise, il est très différent. Et parce que aussi, la crise qu'on est en train de vivre, qui est en train de se pointer, qui est en train de vraiment s'installer, elle va nous demander d'imaginer d'autres manières de faire de la valeur, d'autres manières de valoriser nos produits, nos services, d'autres manières de vendre, d'acheter et donc de créer ensemble. Et ça va impliquer, comme le dit la nature, de manière systémique, en collaboration, en symbiose avec tout son territoire là où on est présent. C'est un changement de paradigme complet économiquement, cette histoire. Et, euh, et ça, c'est juste passionnant. Mais ça rentre complètement en opposition avec le modèle anthropocentrique de dire, ben, moi j'ai une idée, ben, j'ai besoin de matière, ben, je vais ponctionner la matière, je vais créer mon produit et je jette. Ben, je le vends, les gens l'utilisent, je jette. Tu vois, cette approche un peu linéaire, ça, c'est terminé, les amis, quoi. On doit vraiment complètement faire une révolution copernicienne de la manière dont on fait, dont on entreprend maintenant. Et je suis très content parce que il y a quelques années, j'étais plutôt très, comment dire, un peu ovni là-dessus. Et de plus en plus de gens commencent vraiment à s'intéresser à ça. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ouais, merci pour ce partage. C'est sûr que tu penses qu'on arrive à un seuil de bascule, ce fameux seuil du centième singe, du modèle Alors, de Keynes. j'y ai cru pendant le confinement. Je me suis dit, ah super, les gens se posent des questions. Alors, il y en a, hein, parce que tu vois, aux États-Unis, par exemple, il y a le mouvement de la grande démission. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui démissionnent parce que pour eux,
il y a une question des gens se réinterrogent sur le sens de leur métier. Et donc, je pense qu'il y a une grosse question du why, quoi, de pourquoi on fait ça, pourquoi on est là. Donc, il y a, je pense, intérieurement, chez beaucoup de gens, une envie de changement. Je me suis dit, pendant le confinement, super, la nature se régénère, on va à nouveau avoir un grand soir, on va à nouveau la respecter, on va y aller doucement, on ne va pas repartir comme en 40. Et en fait, si, on repart comme en 40. On a Elon Musk, entre autres, qui envoie maintenant et Bronson qui font la course à l'échalote pour envoyer la plus grosse fusée qui ressemble à leur chibre le plus loin possible sur Mars et au-delà. Donc, on est vraiment dans un problème euh, de conscience, quoi. Et je pense qu'on est reparti un peu à nouveau en mode on va se refaire, quoi. On va repartir comme en 40. Et donc, pour moi, je ne le verrai peut-être pas de mon vivant. J'espère que ce ne sera pas trop douloureux, mais pour moi, il y a la crise sanitaire. Pour moi, c'est rien à côté de la crise climatique. Et la crise du dérèglement climatique est pire du dérèglement de l'accès à la biodiversité. Ça va mettre tout le monde d'accord. Et je me dis, bon, bah voilà, les amis, c'est la fin de la récré. C'est la nature qui va sonner la fin de la récré. Et là, il va falloir, on n'aura pas d'autre choix que de s'adapter. Et je me dis, bon, OK, on attend. Et quand on aura fini de jouer avec la nature et avec nos ressources et d'être des grands enfants, on va peut-être devenir adultes. Voilà. Donc, je suis un petit peu austère en disant ça, ironico-cynique, mais c'est un peu la perception que j'ai. Ouais. Non, pour moi, je pense qu'on n'a pas encore assez grandi et on n'a pas encore assez souffert pour se dire il faut qu'on change de modèle. Ouais, donc, quelque part, tu pourrais dire qu'on est plus dans une phase de marchandage encore. On sait qu'il y a une direction à Exactement. prendre, mais voilà, il n'y a pas Voilà. encore la… Peut-être que est-ce qu'on ne voit assez… Est-ce qu'on arrive à voir le cadeau caché qu'il y a derrière tout ça? C'est peut-être ça aussi. On n'arrive-t-il Alors, pas à avoir suffisamment de clarté sur justement cette société qui est tellement kiffante dont certains parlent? Par exemple, je ne sais pas, imaginez cette histoire de dons, de crypto-monnaies, etc., d'économie circulaire, mais peut-être que cette société qui est tellement kiffante, les gens ne sont pas assez clairs dessus, peut-être. Quelque chose de cet ordre-là. ouais, tu sais, alors moi je m'intéresse du coup pas mal à ce que disent les philosophes. Du coup, tu vois, je reviens un peu à mes classiques ou à des géopoliticiens ou à des historiens de l'économie. Et tu vois, il y avait Susan Strange qui disait une bonne crise sinon rien. Et je me dis, bah, peut-être que quelque part, il faut que la crise sanitaire, qui est un petit début, hein, soit suivie par une crise plus systémique pour qu'on arrête le marchandage en mode, voilà, moi je veux bien changer, mais je veux pouvoir continuer à aller à Bali une fois par an avec toute ma famille, tu vois. C'est caricatural ce que je dis bien sûr, mais on est tous en négociation à l'intérieur. On est tous en négociation, en marchandage avec, bah, je sais qu'il faut que je change, mais j'ai quand même besoin de rester dans ma zone de confort. Et même moi, je vois bien dans mon acte d'achat, dans ce que je mange, dans la manière dont je voyage. Euh, on est tous concernés par ça. Et c'est un vrai travail intérieur, quoi, de faire le deuil. Tu vois, tu parles de marchandage et c'est une des phases du deuil, le marchandage. Mm. Et voilà, alors il y en a qui sont encore dans le déni. Tu vois, il y a donc Look Up qui parle de déni climatique. Bon, il y en a encore qui sont bien collés à cet endroit-là. Et puis il y en a qui commencent à se dire, bon, il faut quand même qu'on change, quoi. Donc, bah, plus on sera nombreux à être passés de l'autre côté de la courbe du deuil en mode acceptation et remise en action vers un nouveau paradigme, bah, plus on sera nombreux de ce côté-là, bah, plus il y en a qui vont se dire ah bah ok, on peut y aller quoi. Et ça va faire changer, ça va faire basculer la fameuse courbe de Gauss hein, que tu connais peut-être, Mm. où il y a un gros pan de l'humanité qui est dans une inertie pas possible, et puis il y a quelques pionniers à l'avant et qui bougent et qui font que qu'on avance, quoi, parce qu'il y a quelques pionniers qui inspirent et qui fait qu'on avance ensemble. Donc, c'est peut-être ça le job. En tout cas, c'est peut-être ça qu'on est en train de faire avec tes vidéos et avec tous les gens que tu interroges pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui disent ah, mais il y a un nouveau paradigme possible, il y a des nouvelles manières d'être ensemble, il y a de nouvelles manières de consommer. Eh ben, pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer? Mais justement, je rebondis là-dessus. Si tu étais face à un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur, bon, pas forcément quelqu'un qui est passé comme toi dans une organisation, mais ça serait quoi ton conseil que tu lui donnerais si on part sur les éléments, par exemple, du point de vue de la Terre? Alors, si euh,
Alors, c'est intéressant que tu l'abordes par les éléments. Je lui dirais euh, que ta terre reste souple. C'est-à-dire, si tu as une idée, euh, si tu as trouvé un modèle qui te rassure, qui te permet d'avoir une assise, un ancrage, une stabilité, euh, assure-toi qu'elle respire quand même. Assure-toi qu'il y ait de l'air dedans, justement, hein, élément opposé. Assure-toi que tu ne sois pas je dis souvent, tu vois, c'est une approche qu'on a chez Ticket for Change. Tu vois, j'avais accompagné beaucoup d'entrepreneurs avec Ticket for Change. On disait, ne tombez pas amoureux de votre solution, ne tombez pas amoureux de votre modèle. Donc, je lui dirais, tu as une idée, super, vas-y, mais prépare-toi à la faire respirer ton idée. Prépare-toi à la faire bouger, à la rendre biodiverse, quoi. Tu vois, ça, c'est du point de vue de la Terre. Du point de vue de l'eau, c'est écoute. Écoute tes émotions intérieures, écoute-toi à l'intérieur, écoute ta petite voix, écoute les espaces où c'est fluide, les espaces où c'est pas fluide, prends du temps pour ça, mais aussi écoute les os des autres, quoi. Rentre en connexion avec les autres, rentre en interaction avec les autres pour créer de la fluidité. Si tu es tout seul dans ta bulle, tu vas avoir une terre qui va rester très, très rigide et nourris-la avec des idées nouvelles, du travail en équipe, avec des gens qui vont peut-être bousculer ta terre, mais qui vont t'aider à la faire respirer, à la nourrir, quoi. Donc, l'eau, c'est important. Et rester en fluidité, quoi, finalement. Et puis, si je devais lui donner un conseil feu, ce serait, écoute bien ce feu à l'intérieur, nourris-le, quoi, à chaque fois en te réinterrogeant du pourquoi tu fais ça, mais en même temps, va pas jusqu'à te griller, quoi. Fais pas un burn-out, parce qu'en effet, solution, qu'elle allait trouver la solution pour tous les autres. J'étais un peu passé en mode ayatollah. Donc, j'avais une ferveur assez folle, mais qui en fait était en train de me griller. Donc, respecte ton écologie, ton feu, en fait. Garde la flamme à l'intérieur, mais ne te grille pas, quoi. Donc, en termes d'écologie personnelle. Et puis, l'élément R, c'est prends du temps pour respirer, t'inspirer, de te laisser inspirer par ce qui te vient de l'extérieur, mais aussi d'écouter ta petite voix, hein, de te laisser des moments aussi où il n'y a rien, où il y a du vide, où il y a de la vacuité, pour que tu puisses éventuellement avoir des idées nouvelles qui te viennent, des adaptations, des pivots, comme on dit en entrepreneuriat. Et on ne peut pas pivoter quand on est absolument installé dans une terre ferme. Il faut arriver à avoir des moments où il y a autre chose, fais autre chose. Si tu es contrôleur de gestion, va faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le contrôle de gestion. Tu vois, change de cadre. Fais du out of the box, comme on dit en bon français, pour te faire respirer les chakras, quoi. Et tu vois, c'est un peu ça que je donnerais comme conseil à, à, à des jeunes entrepreneurs. Et je leur dirais aussi, assure-toi que dans ton équipe ou les gens avec qui tu travailles, il y a des gens qui tiennent les autres éléments. Si par exemple, toi, tu es très à l'aise dans la terre parce que tu connais le modèle, tu es le meilleur, tu es très bon comment dire, contrôleur ou tu sais… Ouais, si tu es très soldat, assure-toi qu'il y en a d'autres qui ont d'autres postes, quoi. Qu'il y en a qui vont ailleurs chercher d'autres idées, qu'il y en a qui sont plus bons donc dans l'air, ou qui sont plus bons pour la com, le marketing, l'échange, le community management avec l'eau, pour être en contact avec l'extérieur. Mais tu ne peux pas être au four et au moulin, ça ne marche pas. En tout cas, si tu l'es, tant mieux pour toi, mais c'est mieux de créer une équipe qui intègre tous les éléments ensemble, quoi. Tu n'as pas abordé l'espace, enfin si tu l'as abordé. Oui, mais alors oui, c'est le cinquième, pour moi, c'est les terres, quoi, c'est l'espace. En effet, ouais, c'est finalement ce why, quoi, c'est avec quel esprit tu fais ça, avec quel état d'esprit tu fais ça. T'interroger toujours avec quelle conscience je fais ça. C'est-à-dire que je pourrais très bien être un très bon coach et être un très bon technicien du coaching, mais si j'y mets pas de l'énergie du cœur, si j'y mets pas de l'amour, si j'y mets pas une volonté ou une envie de contribuer à l'évolution du monde, soyons fous, si je tire l'élastique,
et que je reste là pour ma pomme, ben, ce n'est pas la même vibration dans le monde, ce n'est pas la même contribution au monde, tu vois. Et oui, c'est c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu fais au-delà de ce que tu fais de bien, quoi. Et c'est souvent euh, ce que dit un fameux philosophe, c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est qui tu es quand tu le fais. Qui tu es, quel est l'homme, quelle est la femme que tu es, avec quelle conscience tu fais tout ce que tu fais. Mm. C'est ça pour moi la dimension de l'espace, tu vois. Ce serait ça qui serait un peu transversal dans tous les éléments, finalement, le pourquoi, enfin, le cœur que tu y mets. Ouais, ben, c'est la notion d'esprit. C'est avec quel esprit, c'est avec quel état d'esprit, avec quel état de conscience tu fais euh, ton métier, ben, tu inventes ton métier, tu échanges avec les autres. Euh, euh, c'est quel état de conscience tu as à chacun de tes pas, quoi, à chacun de tes rendez-vous, à chacun tes, des projets que tu mènes, quoi. Et ça, pour moi, ça, c'est crucial. Ouais, ça peut changer tout. Moi, en tout cas, j'y suis très sensible, quoi. Je peux rencontrer des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais s'il n'y a pas l'esprit à l'intérieur, moi, ça ne me mobilise pas du tout. Ça ne m'inspire pas. Et, euh, Mm. et ça me fait peur presque. C'est pas que ça me fait peur, mais je me dis, il manque un espace, il manque une dimension. Mm. Merci Stéphane pour ce partage. Est-ce que tu aurais autre chose, peut-être de l'ordre peut-être plus du questionnement qui te viendrait à l'idée? Pour un entrepreneur ou Voilà, ouais, peut-être alors cette fois on remarque qu'on a abordé le qui se lance, mais alors peut-être un entrepreneur bien en place cette fois. ouais, ben, c'est ce que je pose comme question à tous les entrepreneurs que j'accompagne. Je leur demande pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et interrogez-vous à chaque fois si, si vous êtes vraiment aligné avec votre être intérieur ou si vous êtes en fonctionnement dans le monde. C'est quel est le personnage qui est là? Est-ce que c'est votre ego qui parle? Est-ce que c'est votre personnage qui parle? Est-ce que c'est votre personnage que vous avez créé qui vient de votre histoire? Euh, voilà, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a qui m'inspirent, qui sont complètement habités par leur métier, qui y croient vraiment, qui sont des vrais contributeurs de par leur création d'entreprise, qui sont contributeurs à l'évolution de quelque chose, à des nouveaux modèles, qui sont là aussi pour faire se développer leurs salariés en compétences, en réalisation. Cela, ils m'inspirent. Mais j'en vois aussi beaucoup qui sont parce qu'ils ont peut-être un besoin de revanche sur la vie ou ils ont besoin de peut-être parce que dans leur histoire, ils viennent d'un endroit peut-être plus en difficulté avec l'argent, ils ont besoin de se prouver quelque chose. Pour moi, c'est pas la bonne énergie. Et je les interroge, je les challenge un peu. C'est pas toujours facile. Hein. Je n'ai pas toujours des rencontres faciles avec les gens que j'accompagne de cette manière-là, mais c'est de leur poser la question quelle est l'énergie à l'intérieur? C'est quoi l'élan? Ça vient d'où ce mouvement? Ça vient d'où cette entreprise? Ça vient d'où ce projet? Est-ce que ça vient d'un espace vraiment apaisé où vous êtes vraiment contributeur à la société civile, à notre humanité? Ou est-ce que vous êtes en train de réparer quelque chose, vous êtes en train de compenser un truc et vous êtes en train de vous prouver un truc, mais vous êtes tout seul dans votre truc? Alors, ça va être probablement très beau, vous allez probablement faire plein de fric, vous allez probablement imaginer plein de beaux projets, produits, services, etc. Mais c'est branché à quel endroit cette histoire? Et ça, pour moi, ça fait partie des questions à se poser actuellement, tu vois. Mais quelque part, je vois aussi des gens qui se disent, faut sauver la planète, faut trouver des solutions et qui font du business avec ça. Mais là aussi, c'est quelque part, ça vient d'un espace réactionnel qui vient en réaction à une situation de panique ou de conscience que certains parlent d'effondrement, tu vois. Mais là aussi, est-ce que ça vient du bon endroit, ça, tu Mm. vois? Donc, c'est vraiment se réinterroger régulièrement, c'est quoi l'énergie qui me porte, quoi? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me met debout tous les matins? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est actionnel, contributeur positif pour la cité, ou est-ce que c'est réactionnel par rapport à quelque chose qui est, qui est en réaction à mon histoire ou à la situation du moment? Voilà. Mm. Ah, merci, c'est précieux comme réflexion. Justement, ça m'a fait réagir sur ce côté-là. Quelque part, est-ce que cette entreprise, entre guillemets, c'est une stratégie ou est-ce que il y a une stratégie derrière qui est par rapport à, comme tu dis, de l'ego ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient, entre guillemets, du soi supérieur ou
sais pas, d'un endroit qui est vraiment pleinement aligné, quoi. C'est un peu cette Ouais. question-là. Ben ouais. Et ça, c'est tout l'enjeu de mon métier actuellement, c'est de réaligner les entrepreneurs, les dirigeants avec leur moi supérieur, c'est-à-dire avec leur âme, quelque part, leur âme d'entrepreneur, tu vois. Euh, Parce que tu vois, c'est le petit moi et le grand moi, ou c'est le petit homme et le grand homme, tu vois, à qui on parle, ou la grande femme et la petite femme. Est-ce que c'est d'un espace blessé euh, qui est, qui est, euh, euh, qui en effet met en place des stratégies de survie, des stratégies d'évitement ou des stratégies de se prouver quelque chose, ou est-ce que ça vient vraiment d'un appel intérieur, quoi. Et quand ça vient d'un appel intérieur, ça change tout, parce que c'est des gens qui sont complètement rayonnants. Tu vois, si tu interroges des entrepreneurs, s'ils sont habités par leur métier, tu le vois, ça se sent, ça se voit à travers l'écran, ça se voit dans la rencontre avec ces gens-là. Et sinon, les autres, c'est juste des très bons entrepreneurs qui ont probablement une très belle boîte, qui tournent très bien, avec des bonnes équipes, bien mobilisées, mais c'est tout. En tout cas, pour moi, cet espace-là, c'est le nouveau paradigme de la création d'entreprise. Tu vois, c'est vraiment, est-ce qu'on est vraiment, vraiment cœur à cœur avec notre raison d'être. Tu vois, c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs. Si je leur dis, OK, tu as une super raison sociale, mais c'est quoi ta raison d'être? Est-ce qu'elle est en lien avec ta raison d'être à toi, à la raison de ton être? Ou est-ce que c'est juste euh, une boîte? Mais est-ce que c'est une boîte qui ouvre les boîtes intérieures des gens, ou est-ce que c'est une boîte qui te permet, comme le disait Pierre Rabhi, de rouler dans une plus grosse caisse et épater à la galerie? Tu vois, ça vient d'où? C'est quoi l'élan pour toi? Merci Stéphane pour tout ce partage. Je- j'ai l'impression que tu as dit beaucoup de choses et que c'est déjà magnifique. Peut-être que tu aimerais encore rajouter quelque chose. Euh, bah, Moi, j'ai toujours une sensibilité particulière sur l'état du monde. Je ne suis pas effondriste. Je ne suis pas. Je crois foncièrement à la régénération et la capacité qu'a l'humanité de s'adapter. Euh, j'ai juste envie de dire aux gens, faites quelque chose pour la planète, quoi. Faites quelque chose pour régénérer euh, euh, dans vos projets. Euh, Vous allez peut-être imaginer un truc super innovant, mais par pitié, faites-le pour régénérer le vivant, régénérer ou en tout cas prendre soin du vivant, prendre soin de la nature, prendre soin de la société, prendre soin de nos relations, prendre soin de notre intériorité, de notre santé. Voilà, la notion de care, quoi, de prendre soin. Pour moi, c'est important dans les métiers de demain. Et dans les entreprises de demain, pour moi, ce devront être des entreprises qui feront du care, quoi, qui prendront soin d'eux. Et donc voilà, si un jour, parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et souvent on a plein d'idées et parfois c'est des idées qui peuvent être, on peut être porté par notre idée et tu vois, c'est comme une ampoule qui s'allume et elle n'est pas branchée à la réalité du vivant, tu vois. Et j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, super vos idées, mais faites en sorte que ça contribue au bien commun, faites en sorte que ça contribue à, à faire que notre monde soit un peu plus durable qu'il ne l'est actuellement. Voilà, c'était le dernier truc. Ça Merci peut un peu Stéphane. être un de leçon, mais voilà, c'est ça qui m'habite là tout de Non, suite maintenant. non, parce qu'en même temps, tu ne donnes pas de leçons. C'est juste un questionnement, en fin de compte. Et après, Ouais, chacun va en faire ce qu'il veut. Mais je crois que ouais, c'est essentiel d'avoir ce questionnement. J'ai l'impression que c'est un moment précieux. Je pense que les personnes qui vont écouter vont être très, très inspirées. D'ailleurs, je mettrai en lien un lien vers tes activités, vers ton oui, livre qui va sortir, ton TEDx. Enfin, voilà, bientôt. tout sera mis en lien. Et voilà, vraiment, je te souhaite ce qu'il y a de meilleur pour cette phase de mutation Ouais, ouais, du ouais. On monde. se revoit de l'autre côté, on partagera, on co-créera ensemble peut-être, Ouais, on verra avec ceux qui nous écoutent et avec toi, on fera une belle communauté des novétériens, comme on dit, euh, de ces acteurs du monde de demain et de cette nouvelle terre qui est en train d'émerger. En tout cas, c'est réjouissant tout ça. super. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci Pascal, merci pour ton accueil.